Chers amis, bonsoir, vous êtes sur Paix et Guerre pour une 75e mondoscopie. Nous sommes le 11 juin 2025, je reprends mes habitudes parisiennes. Je vous remercie de liker, de partager cette vidéo, de vous abonner à la chaîne tout simplement et ensuite d'appuyer sur la cloche pour en avoir les notifications. Et pour les plus mordus et les plus convaincus, les plus motivés d'entre vous, de rejoindre le cercle des amis de Paix et Guerre. Je vais reprendre un rythme extrêmement régulier de Clés du Monde. J'ai eu un peu de mal à le faire ces derniers temps, malheureusement. Mais voilà, il faut que je nourrisse ce club et en plus, j'aime beaucoup le faire. Donc, je vais le refaire très régulièrement. Rejoignez-nous sur le cercle. Et puis, si vous souhaitez nous soutenir différemment, que ce soit régulièrement ou ponctuellement, vous pouvez toujours le faire par Tipeee, via Tipeee. Les liens sont tous en description de cette émission. Aujourd'hui, je vous parle de deux sujets. Le premier, bien sûr, c'est l'Ukraine et les suites et conséquences de l'attaque ukrainienne massive de drones et de missiles sur les bases stratégiques russes. Et deuxième sujet, je vais vous parler du double standard de l'Europe vis-à-vis d'Israël. Voilà, l'Europe qui jongle entre les déclarations critiques et les décisions qui sont en appui de la politique actuelle de l'État d'Israël, notamment dans la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Alors, commençons par l'Ukraine, premier sujet. Eh bien, bon, je vous ai parlé dans les récentes mondoscopies de cette attaque ukrainienne, de ces résultats dont on a du mal à avoir les données véritablement précises et définitives. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu quand même un choc, et y compris dans la population russe, un sentiment d'humiliation important. Humiliation aussi sans doute et colère et fureur du côté bien sûr des autorités russes, du Kremlin. En tout cas, il y a une indignation générale face au fait que dans un contexte de guerre qui dure quand même depuis 4 ans, bientôt, une telle chose ait pu se produire sur le territoire russe, y compris dans la très lointaine Sibérie, près d'Irkoutsk, à 4000 km en fait de la ligne de front. Bon. Donc, il y a, voilà, si vous voulez, l'état d'esprit de la population russe est celui d'une fureur et d'une relative incompréhension, d'autant que très peu d'informations, évidemment, filtrent. Donc, il y a eu les informations sur l'attaque, des attaques soudaines, des attaques assez efficaces, des attaques simultanées menées par des drones ennemis, planifiées depuis 1 an et demi, sur l'aviation stratégique russe, en fait, hein, les forces aériennes russes stratégiques dans le cadre de cette opération qui s'appelle Spiderweb, mais qu'en Russie on appelle Paitina, bon, et qui a été quand même très très soigneusement préparée. Il y a eu d'ailleurs un lieutenant général, Gouroulev, député à la Douma et qui jusqu'à récemment commandait, enfin était le commandant adjoint des forces russes du district militaire sud, qui s'était exprimé le jour même des attaques en disant enfin comment est-il possible que nos aérodromes stratégiques ne soient pas protégés contre les drones les plus simples, c'est quand même la triade nucléaire, vous vous souvenez, ce sont pas de simples avions, ce sont des vecteurs de missiles X-55, donc des missiles stratégiques de longue portée pouvant atteindre 2500 km. Chaque avion en transporte 16 et un seul de ces missiles peut rayer de la carte la moitié des États-Unis. Mais comment est-ce possible? Comment se fait-il qu'on ne protège pas de tels atouts, de tels assets militaires? Alors là, on est à maintenant, je sais même plus, 15 jours presque de cette attaque. En tout cas 10 bons jours, ça c'est un peu, la tension est retombée, on en est aux enquêtes sur les responsabilités, etc., etc. Mais la grande question, c'est comment, évidemment, du côté russe, la question que tout le monde se pose, c'est comment empêcher que ça ne se reproduise, que ça n'aille plus loin, que les dommages causés soient réparés, que la triade nucléaire soit de nouveau parfaitement opérationnelle, et puis surtout, est-ce que ce qu'a fait l'Ukraine en faisant cette opération va avoir ou peut avoir une incidence réelle sur le cours du conflit, sur le déroulement, sur l'issue de la bataille
en Ukraine. Alors, les États-Unis, vous vous souvenez, en fait, ont été peut-être partiellement mis au courant, mais en tout cas ont joué la surprise, ont mis en doute les preuves initiales, vous savez, de Kiev, qui avait expliqué qu'ils avaient carrément détruit le tiers, enfin une quarantaine d'avions, de bombardiers stratégiques, etc. La question des informations officielles et sérieuses se pose, comme toujours, et des sources, bien sûr. Bon, le ministère de la Défense communique évidemment très peu, a fait une déclaration extrêmement vague, a expliqué que toutes les attaques avaient été repoussées sur 3 des régions attaquées, Ivanovo, Ryazan et Lamour, et qu'en revanche, dans les régions de Mourmansk et d'Irkoutsk, il y avait plusieurs appareils qui avaient pris feu à la suite des attaques de drones FPV. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, les informations, évidemment, existent du côté russe, mais aussi du côté américain. Le renseignement spatial américain est très opérationnel et évidemment, depuis le 1er juin, je pense que tout spécifiquement, il surveille de près les aérodromes attaqués dans les 5 régions. Et puis, deuxièmement, il y a eu certainement, et il faut le souhaiter, mais c'est quasi sûr, un échange d'informations et d'assurances, en fait, entre Américains et Russes, parce que les Américains ont été quand même très inquiets de l'impact possible, des conséquences possibles et des représailles possibles côté russe face à cette attaque. Donc là, je pense qu'il y a eu des demandes officielles du Pentagone et il y a eu des réponses officielles, même si elles sont évidemment discrètes, du côté russe à ces demandes. Pourquoi ? Pourquoi les Américains étaient très inquiets ? Parce que, évidemment, en février 23, certains se souviennent peut-être que Moscou avait annoncé qu'il suspendait sa participation à ce qu'on appelle le traité, le New START, le START 3, qui est un traité de limitation des armements stratégiques avec les États-Unis, parce qu'au terme de ce traité, les parties, donc américaines et russes, s'étaient engagées à contrôler mutuellement et en détail leurs capacités nucléaires. Mais cette mesure, c'était essentiellement la mesure de retrait, si vous voulez, des Russes, c'était surtout le refus désormais de toutes les inspections régulières des installations concernées de l'autre partie, c'est-à-dire que les Russes refusaient que les Américains viennent désormais inspecter régulièrement leurs forces stratégiques. En revanche, ils continuaient à faire en sorte que les Américains puissent être au clair sur le nombre d'armes de destruction massive en service. Bon, vous savez que tout le problème de cette guerre et de son issue, et de son règlement et de son apaisement, c'est en fait d'arriver à augmenter le niveau de confiance entre Washington et Moscou, et ça n'est pas une mince affaire, et beaucoup s'emploient évidemment à détruire les progrès initiés, amorcés avec le retour de Donald Trump. Mais ce qui est certain, c'est que là, malgré tout, les Russes ont certainement permis aux Américains d'être rassurés, en fait, sur le fait qu'il n'y aurait pas de riposte, évidemment, face à cette attaque. Et je pense que les Américains n'étaient pas très contents de ce qui s'est passé. Bon, alors, il y a évidemment tout un tas de magazines militaires qui ont parlé de ces attaques, hein, y compris magazines américains, qui ont confirmé la destruction de plusieurs bombardiers stratégiques, les Tu-95MS et les Tu-22M3. Des rumeurs selon lesquelles au moins 4 Tu-95 auraient été détruits, 3 irréparables. Bon, c'est difficile, je ne peux pas vous donner le chiffre, ça va de 4-5 des deux types de bombardiers jusqu'à 11 hein, dans les analyses un peu sérieuses. D'après des images satellites étrangères qui ont été publiées sur Internet et qui n'ont pas été démenties à ce jour ou contestées par la partie russe, 4 bombardiers supersoniques Tu-22, ceux qu'on appelle les backfire en Occident, ont pris feu aussi et où ont été très endommagés, gravement endommagés.
ce sont ces mêmes avions, ces mêmes bombardiers qui, au cours de leurs années de participation à l'opération militaire spéciale, ont pris part, comme je vous l'ai dit, dans la première mondoscopie, tout de suite après la survenue de cette frappe massive, cette vague d'attaques ukrainiennes. En fait, c'est des avions qui ont participé à la guerre en Ukraine. Évidemment pas avec des frappes nucléaires, mais avec des frappes massives contre l'Ukraine à l'aide de missiles de haute précision à longue portée, ce qu'on appelle les missiles X-22 Bury. Bon. Selon Kiev, selon le porte-parole même des forces ukrainiennes, ces missiles sont presque impossibles à détruire en raison de leur vitesse énorme sur une partie de leur trajectoire de vol. Même les systèmes patriotes n'y arrivent pas, n'y parviennent pas. Et donc en décembre 23, le colonel Ignat, qui était le porte-parole officiel de l'armée ukrainienne, de l'armée de l'air, l'a reconnu. Il avait souligné qu'au cours des 22 derniers mois, donc à l'époque, on est en décembre 23, donc vous voyez, quasiment toute la durée du conflit à ce moment-là, les troupes russes avaient tiré environ 300 missiles Kinjal 22 et il n'y en avait pas un seul qui avait pu être intercepté. Bon. Donc, si vous voulez, il y a eu bien sûr des dommages faits par cette attaque, mais la grande question, c'est est-ce que la situation de l'Ukraine va s'améliorer, ne serait-ce qu'un peu grâce à cela, hein? Et la réponse, c'est absolument pas. Voilà, donc encore une fois, on est dans une folie assez suicidaire de la partie ukrainienne qui est entraînée dans ce jusqu'au-boutisme par un certain nombre de ses parrains, notamment britanniques, mais aussi européens. Les Américains reconnaissent qu'il n'y a pas d'avantage stratégique, si vous voulez, acquis à la suite de cette attaque. D'abord parce que y a suffisamment de bombardiers de ce type, de backfire. Début 24, il y en avait 57 selon un journal américain, Military Balance. Et chaque frappe de missile contre l'Ukraine implique, en même temps que des TU, des Tupolev 95 MS, implique une dizaine de backfire. Il n'est pas nécessaire d'en avoir davantage pour faire ce que les Russes considèrent devoir faire en Ukraine, parce que chacun de ces avions transporte trois missiles irrésistibles, enfin auxquels les forces ukrainiennes ne peuvent pas grand-chose. Donc il y a 3 cibles garanties, si vous voulez, sur le territoire ennemi à chaque sortie. Bon, et pour l'instant, c'est considéré comme suffisant. La deuxième raison pour laquelle ça ne va pas changer, c'est que la Russie a encore une réserve stratégique considérable de ce type de bombardier, hein, d'environ une cinquantaine. Donc, si vous voulez, il y a une réserve, voilà, impressionnante qui permet de combler éventuellement des pertes ou une brèche apparue dans les rangs de l'aviation longue distance russe du fait de cette attaque. Bon. Ensuite, c'est d'ailleurs le cas parce que depuis 2018, il y a une partie des bombardiers à longue portée qui a déjà été modernisée dans les usines aéronautiques russes pour devenir plus puissants, pour devenir ce qu'on appelle des Tupolev 22 M3M. Donc avec des moteurs plus puissants, de nouvelles ailes, une avionique, des viseurs renouvelés à 80%, etc., etc. Chaque Tupolev 22M 3M peut emporter jusqu'à 4 missiles hypersoniques Kinjal, qui sont également presque imparables, à la place de l'ancien missile X-22 qui était lui-même déjà extrêmement meurtrier. Alors, si vous voulez, face à tout ça, et ça, les Ukrainiens le savent aussi, ils le savent via les Américains aussi, au moins partiellement. Pourquoi les Ukrainiens ont-ils lancé une attaque contre cette base? La seule explication véritablement possible, c'est pour infliger davantage de dommages, en fait, moraux et psychologiques à la Russie. C'est là que le calcul devient fou, parce que c'est exactement l'inverse qui se produit. Ça démultiplie les forces morales et la détermination russe, aussi bien au niveau du pouvoir qu'au niveau de la population.
Donc, s'il s'agissait de montrer, et effectivement, c'est une forme de démonstration, que même l'immensité du territoire russe n'empêchait pas, enfin ne permettait pas de garantir la sécurité totale contre des frappes venant de Kiev, ça n'a pas, si vous voulez, bien sûr, il y a eu une petite phase de sidération, de surprise, d'agacement, d'énervement, de frustration, bon, mais ça ne fait que démultiplier la volonté, les forces morales russes, aussi bien populaires que gouvernementales. Alors évidemment, l'inquiétude, c'est il y a d'autres cibles potentielles de ce type d'attaque pour une frappe militaire similaire, si vous voulez. Il y a une immense usine aéronautique, notamment à Irkoutsk, qui produit des chasseurs multirôles, des avions, des Sukhoi, des avions d'entraînement, des avions de combat, les Yak-130, et aussi un certain nombre d'avions de ligne qui sont assemblés. Donc, si vous voulez, Moscou doit et va et a certainement pris au sérieux cet avertissement qui est venu d'outre-Atlantique, parce que évidemment, ce n'est pas l'Ukraine toute seule qui a fait tout cela. C'est l'Ukraine aidée, comme d'habitude, par ceux qui prétendent l'aider, n'est-ce pas, à se sauver, mais qui essentiellement font d'elle une gâchette contre la Russie, une gâchette européenne et une gâchette britannique contre la Russie, et même américaine pour une partie du complexe militaro-industriel américain, et une partie du Pentagone et une partie de la CIA. Bon. Mais en tout cas, ça ne va rien changer à l'équilibre des forces. En revanche, ça va pousser la Russie à accélérer ses opérations, à frapper plus fort, plus profondément, plus vite, à se protéger mieux, à sortir d'une forme de laxisme ou de... C'est même pas de la nonchalance, c'est même pas de l'indolence, on ne sait pas ce que c'est une espèce d'assurance qui fait qu'on ne juge pas nécessaire de protéger un certain nombre de choses. Les seules pertes véritablement irremplaçables, c'est finalement le nombre qui est toujours, enfin qui n'est pas totalement défini, de Tupolev 95, ceux qu'on appelle les ours, de type Medviet, c'est l'ours en russe, qui ont brûlé. Et c'est cela dont parlait le général Gouroulev lorsqu'il disait que le jour de l'attaque ukrainienne, un seul de ces appareils pouvait rayer la moitié des États-Unis de la surface de la Terre. Parce que sous ses ailes, sous son fuselage, il peut transporter 16 missiles nucléaires de longue portée, Kinjal 55, et 8 missiles Kinjal 101, également à longue portée et de haute précision, non nucléaires, en suspension externe. Donc, perdre de tels appareils, ça, c'est important, et c'est pour ça que s'il y en a certains, ne serait-ce que 2 ou 3 qui ont été perdus, ça, c'est incontestablement un dommage infligé à la Russie. Néanmoins, ces ours, enfin cette flotte dite des ours, des Medviets, arrive en fin de vie et elle est déjà elle-même en cours de modernisation. Voilà, de modernisation. Donc, c'est plus des 95 MS, mais c'est des 95 MSM. Voilà. Et Rostec, qui est la société qui s'occupe de cela, a déclaré que cet appareil, ce Tu-95 modernisé, était développé déjà sur la base de l'expérience de combat acquise en Ukraine. Donc, avec un nouveau moteur, à turbopropulsion, enfin bref, de nouvelles hélices, et aussi une réduction de la portée des missiles qui ont une portée trop longue pour ce qu'on leur demande de faire en Ukraine, mais les Kinjal 101, donc qui ont 5500 km de portée à ma connaissance, et qui donc permettent de frapper des capitales européennes notamment, en fait, ont une trop longue portée pour ce qui doit être fait en Ukraine du point de vue russe. Donc, on est en train de réduire leur portée, mais en revanche, leur poids et leur puissance de charge explosive sera augmentée. Donc, ça veut dire qu'ils seront encore plus meurtriers. Donc, plus puissants, plus redoutables. Et ce processus est probablement
déjà en cours, en tout cas amorcée, même si on sait que depuis le début de l'opération militaire spéciale, le financement, le gros du financement a été affecté aux forces armées générales et principalement aux forces terrestres. Donc, quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est que cette attaque va en fait accélérer la modernisation de l'aviation stratégique russe. Je suis pas sûre que ce soit vraiment le résultat auquel, qu'espérait l'Ukraine ou qu'espéraient ses sponsors. Cette modernisation va s'accélérer considérablement. Alors, il y a déjà eu, vous le savez, un certain nombre de frappes extrêmement massives et puissantes en Ukraine depuis cette attaque ukrainienne. Mais au-delà de ça, au-delà de cette modernisation, ce qui est en train de se produire, et ça, c'est là que je parle d'accélération et d'approfondissement des modes d'action russes en Ukraine, c'est qu'il y a un glissement qui est en train de se faire entre, vous savez que la Russie ne parle pas de guerre, elle parle d'opérations militaires spéciales avec des objectifs bien déterminés, et en fait on est en train de faire évoluer cette SMO vers une STO, c'est-à-dire une opération antiterroriste, puisque lors de ces attaques, celles-ci, mais aussi celles sur les ponts qui ont fait des victimes civiles, etc., il a été considéré, et il est de plus en plus considéré et dit et déclaré par les autorités russes, politiques et militaires, que ce que font les Ukrainiens, c'est du terrorisme. Voilà. Pas quand ils tapent des bases militaires en tant que telles, mais quand ils tapent un certain nombre d'objets civils russes et en l'espèce avec des populations civiles qui sont les victimes, là, on est vraiment dans une évolution du régime de Kiev vers un régime de nature terroriste aux yeux de la Russie. Et ça, si on se souvient de ce que disait Vladimir Poutine, que je ne répéterai pas ici, en 1999, ou juste, je ne sais plus si c'était quand il était chef du FSB ou Premier ministre ou tout juste président, je crois que c'est 99, donc c'est avant, il avait expliqué ce qu'il entendait faire avec ce qu'il appelait les terroristes, à l'époque tchétchènes. On se dit que ça va mal se terminer pour le pouvoir de Kiev et pour les figures politiques de ce pouvoir. Ce qui rend d'autant plus urgent, à mon avis, du point de vue occidental, du point de vue anglo-saxon, la nécessité de changer ces figures-là et de se séparer, si on veut arriver à quelque chose, de se séparer des figures les plus extrémistes, et la première d'entre elles, c'est celle du président Volodymyr Zelensky. Bon, ça, évidemment, c'est dans l'hypothèse où on souhaiterait arriver à faire quelque chose d'intelligent et à mettre fin à ce conflit. Comme vous le savez, comme je vous l'explique depuis des semaines, ça n'est pas si simple, y compris aux États-Unis. Il y a plusieurs courants, il y a plusieurs volontés, il y a plusieurs émissaires, et il y a un Trump qui est de plus en plus paralysé, bon gré mal gré, par une partie de son entourage. Tel que ça évolue, je pense que les combats sont partis pour durer au moins quelques mois, sinon peut-être une bonne année encore. Il y a eu récemment un expert qui est très intéressant même à écouter régulièrement, qui s'appelle Larry Johnson, qui est un ancien de la CIA, qui est allé à Moscou et qui s'est retrouvé dans un panel où il y avait Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, et il lui a posé la question quels sont les problèmes, quels sont les obstacles ou les défis que vous voyez pour la Russie au moment où elle est en train justement de passer de cette opération militaire spéciale à une opération antiterroriste spéciale. Bon, opération de contre-terrorisme. Et Lavrov a répondu
Effectivement, nos préoccupations, ça vient pas simplement de l'attaque qui vient de se produire ce mois-ci, mais parce que depuis le début de la guerre, en fait depuis plus de 3 ans, le régime de Kiev use de méthodes terroristes, d'une manière ou d'une autre, hein, dans une forme ou une autre, pas seulement comme ça a été fait à Briansk, à Koursk, à Belgorod, etc., mais partout, en fait. Et Lavrov a dit, mais en fait, il y a toutes les parties de l'Ukraine qui sont aujourd'hui en guerre, où il y a eu des combats qui ont commencé, les Ukrainiens s'y sont attaqués de la même manière, c'est-à-dire avec des méthodes terroristes, c'est-à-dire en ciblant des populations civiles, en fait. Et en mettant aussi, bien sûr, des éléments militaires de leur dispositif dans des organismes civils, c'est-à-dire en espérant, ça s'est produit à de multiples reprises, en espérant que les Russes, pour ne pas faire de victimes civiles, ne taperaient pas leur localisation, leurs emprises militaires, et leur permettraient donc de se battre sous couvert de la mise en danger, finalement, de leur propre population. Bon, donc, la terminologie est très importante, et on voit bien que dans les déclarations des responsables russes, de plus en plus, y compris Poutine, de plus en plus, on parle du régime de Kiev comme d'un régime essentiellement terroriste. On ne dit pas encore le régime terroriste de Kiev, on dit un régime essentiellement terroriste, ou qui devient graduellement terroriste. Donc ça, c'est une évolution, parce qu'à partir du moment où la Russie aura décidé de considérer le régime de Kiev comme terroriste, le spectre des moyens d'action qu'elle s'autorisera pour le combattre va changer et va se durcir, à mon avis, singulièrement, y compris le droit d'éliminer un certain nombre de cibles, j'allais dire de cibles de haut intérêt, de la même manière que les Ukrainiens l'ont fait et que les Russes ne l'ont pas fait jusqu'à présent, à ma connaissance. Ils l'ont fait en tuant des journalistes, en tuant la fille de Dugin, en tuant voilà, un certain nombre de généraux, etc. Donc, voilà, après Lavrov a dit un certain nombre d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est clair, c'est que Lavrov, comme d'habitude, suit Poutine, que Poutine a largement expliqué ce qui s'était passé dans la région de Koursk, et de ce point de vue-là, il a dit que c'était ce qu'il appelle les nazis ukrainiens qui s'étaient comportés de manière atroce vis-à-vis des populations civiles dans les régions qu'ils avaient un temps prises, et que ce qu'ils avaient fait là n'avait rien à voir avec des activités de combat, même des activités de guerre, si vous voulez. Après, il y a une autre chose importante à remarquer, c'est que les Russes, dans cette affaire, essaient de préserver malgré tout le lien, le dialogue, la communication avec les Américains, et donc concentrent leurs accusations essentiellement sur la Grande-Bretagne, beaucoup plus que sur les États-Unis. Donc ils expliquent qu'en gros, ça vient beaucoup plus des Anglais que des Saxons, si vous voulez, d'une certaine manière. Ils expliquent que les services américains de renseignement, par sorte d'inertie, disent-ils, sont impliqués aussi, mais que du côté britannique, c'est une implication à 100% dans cette opération. Ça veut dire que non seulement, il faut une réaction du FSB, du ministère de l'Intérieur, de la Garde nationale, de tous les services de sécurité, en fait. Et aussi, d'ailleurs, des citoyens, puisque Lavrov appelle à la vigilance publique, parce qu'il y a un risque de plus en plus, du point de vue russe,
aux yeux des autorités russes, il y a un risque de plus en plus important d'une multiplication de ces actes de nature terroriste. Et donc, il faut qu'ils fassent extrêmement attention et que, d'une certaine façon, les citoyens russes agissent aussi de manière civique en prévenant s'ils voient un certain nombre de choses. Donc, il faut comprendre que ce qu'ont fait là les Ukrainiens avec Londres derrière eux, ça a été considéré vraiment par Vladimir Poutine comme une nouvelle trahison par Londres et par Washington de ce qui était ce qu'on appelait l'accord New Start, voilà, qui donc, malgré tout, même si les Russes s'étaient retirés en 23, ils respectaient encore d'une certaine manière un certain nombre d'obligations au titre de ce traité, notamment de permettre aux Américains, j'allais dire, de compter leurs vecteurs stratégiques. Et ça, c'est du coup ce qu'ont fait les Ukrainiens vient casser en fait cette espèce d'embryon, non pas de confiance, mais en tout cas de respect, de considération au plan des armements stratégiques que les Anglo-Saxons n'ont pas, manifestement, pour leurs homologues russes. Donc, si vous voulez, ce qui s'est passé est quand même très grave, parce que la Russie aurait pu réagir, comme d'habitude, répondre à cette énième provocation d'une manière extrêmement brutale. Comment va-t-elle répondre désormais? Bon, on voit qu'elle avance dans toutes les zones, hein, dans la région de Soumy, dans la région de Kharkov, dans la région de Kherson, enfin, elle continue. Elle n'a pas détruit jusqu'à présent les ponts sur le Dniepr, parce que finalement, ça aurait peut-être coupé l'armée ukrainienne de ses axes logistiques, mais à l'époque, si elle l'avait fait bien avant, c'est une armée ukrainienne qui finalement serait restée intacte, serait restée entière sur la rive ouest de la rivière du Dniepr. Maintenant, c'est une autre bière, si j'ose dire. Détruire les ponts a beaucoup plus de sens, parce que ce qui reste de l'armée ukrainienne, et il en reste quand même de moins en moins, peut être effectivement coupé, isolé, et finalement ça peut aider la Russie à augmenter sa part de contrôle de l'Ukraine de l'Est, ce qui reste quand même son objectif. Bon, tout ça pour dire que la guerre n'est pas prête de finir. Voilà. Ça, c'était mon premier point. Chers amis, je profite de cet instant pour vous parler d'Incogni, notre partenaire du jour qui sponsorise cette vidéo. Avant de vous parler d'Incogni, je dois vous parler des data brokers. Ce sont des entreprises spécialisées dans la collecte et la revente de données personnelles. Elles récupèrent nos informations de plusieurs façons, en exploitant des fuites de données, en rachetant ces données à des sociétés comme Amazon, Google, Meta, ou simplement en analysant nos profils publics sur les réseaux sociaux. Leur objectif, c'est de récolter un maximum d'informations sur nous. Identité, contacts, habitudes en ligne, historique d'achat, etc. Et ensuite de revendre toutes ces informations à d'autres sociétés, d'autres entreprises, qui nous ciblent ensuite avec de la publicité intempestive, des spams, ou pire, qui alimentent des bases de données dont on n'a même pas connaissance. Autant dire que c'est un vrai problème de vie privée, et je suis sûre que vous n'en aviez pas conscience, comme moi d'ailleurs. Alors, comment s'en protéger? En Europe, grâce au RGPD, dont vous avez forcément entendu parler, nous avons le droit d'exiger la suppression de nos données personnelles. Mais en pratique, c'est très compliqué à faire. Ça peut prendre des mois, des années, parce qu'il y a des centaines de data brokers dans le monde, et il y en a de nouveaux qui apparaissent tous les jours. C'est là qu'Incogni entre en jeu, et c'est tout simple, à vrai dire. Vous vous inscrivez sur incogni.com, vous indiquez votre nom, votre prénom, votre email, et le service retrouve vos données dans toutes les bases existantes. Vous autorisez Incogni à contacter ces entreprises en votre nom et à leur imposer la suppression de vos données personnelles. Et c'est tout.
Incogni fait le reste. Vous pouvez suivre l'avancement d'ailleurs de ce qu'ils font sur leur site. Tout est automatique et vos données sont supprimées en continu. Si vous voulez faire le test, je vous invite à utiliser mon code en passant par le lien qui est en description. Et en plus, vous bénéficierez de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Donc, il n'y a pas tellement à hésiter, à vrai dire, parce qu'Incogni, c'est de fait un outil indispensable de protection de notre vie privée. Mon deuxième point, donc, c'est ce que j'ai appelé le double standard européen, et c'est le fait qu'Israël arme l'Europe contre la Russie, et l'Europe trouve ça assez formidable. Alors, il faut revenir au fait que, vous l'avez compris, il y a certes une grande agitation, de grands effets de manche européens en permanence sur le soutien à l'Ukraine, sur le fait qu'il faut aider l'Ukraine, qu'il faut lui fournir des armes, qu'il faut poursuivre le conflit, qu'il faut surtout pas faire la paix, qu'il faut mettre la Russie à terre, etc., etc. Mais concrètement, la question se pose de savoir comment, hein, parce que l'Europe, comme l'OTAN, dans leur ensemble, manque cruellement d'armement. Déjà pour leurs propres armées, et encore plus s'il s'agit de les donner à fond perdu à l'Ukraine. Et en fait, on voit à un certain nombre de chiffres que Israël en profite. Voilà. Parce que il est clair que les livraisons d'armes israéliennes aux pays de l'Union européenne ont atteint un niveau record et que finalement, Tel Aviv, en faisant ça, ne se soucie guère du fait que ces armes destinées à l'Europe sont en fait clairement destinées, j'allais dire in fine, un destinateur final, à une agression contre la Russie, c'est-à-dire à permettre à l'Ukraine de continuer à agresser la Russie, sans tenir compte de la réaction que Moscou pourrait avoir face à cette situation. Et c'est là qu'à mon avis, il est quand même important qu'à Tel Aviv, on réfléchisse aux implications que peut avoir cet opportunisme commercial, si vous voulez. Donc, ce qui est clair, c'est que même les responsables européens et même le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, qu'on ne peut pas soupçonner de pro-russisme, conviennent que l'industrie militaire russe fonctionne mieux que toutes les industries européennes réunies. Rutte a expliqué récemment, la Russie a obtenu des succès stupéfiants dans la production de munitions. L'industrie russe produit en 3 mois autant que tous les pays de l'OTAN en 1 an. Et ce, alors que l'économie russe est 25 fois plus petite que celle de tous les pays de l'OTAN. Bon, ça c'est clair, même eux s'en rendent compte. Donc l'Europe, il ne le dit pas, enfin l'Europe n'est pas en mesure de compenser ce retard par ses propres moyens, ni à court, ni même à moyen terme, si vous voulez, parce que bien sûr il y a les programmes dont tout le monde a entendu parler, les 800 milliards, etc. Donc il y a un programme de relance de l'industrie de défense européenne, mais ça va mettre du temps, ça va mettre au minimum quelques années, hein. Dans le pire des cas, ça n'aura aucun effet parce que les coûts en Europe sont très élevés et les entreprises privées productrices d'armement attendent des commandes pour se lancer dans la création de nouvelles usines. Donc tant qu'on est dans le déclaratoire, le gesticulatoire, l'espèce de politique complètement folle et ridicule et de l'Europe, mais qui pour l'instant ne se traduit pas par des carnets de commandes pleins pour les industriels européens de l'armement, le gap ne va pas être rempli par les industriels eux-mêmes, si vous voulez, par l'Europe elle-même. Donc que faire? Le seul moyen pour l'Union européenne de compenser son retard, c'est d'importer des armes pour elle-même et aussi pour aller soutenir des pays qu'elle considère, n'est-ce pas, devoir soutenir. Bon, alors, ce qui est fou, c'est que, si vous voulez, d'un côté, face à ce qui se passe à Gaza, à l'horreur de ce qui se passe à Gaza, Bruxelles, les responsables bruxellois, les responsables français, un certain nombre de dirigeants européens multiplient les déclarations critiques, accusent Israël d'avoir organisé ce que certains appellent un génocide contre les habitants de la bande de Gaza.
Voilà, le blocus de l'aide humanitaire, la violation flagrante, et ça c'est un fait, de toutes les normes du droit international par Israël, même notre ministre des Affaires étrangères le dit, Jean-Noël Barrot. Donc il y a des menaces, on menace Tel Aviv de revoir les relations commerciales entre Israël et l'UE, c'est-à-dire des sanctions, même un blocus, enfin il y a tout un narratif, il y a tout un discours, si vous voulez. Il y a même quand même un mandat de la Cour pénale internationale de La Haye contre Netanyahou et contre son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant. Mais pendant que tout cela se fait, il y a une espèce de rideau de fumée là, au grand cœur. Pendant ce temps, l'Europe renforce sa coopération militaire avec Israël. D'abord, dans le domaine des armes de haute technologie. En 2024, la moitié des exportations d'armes israéliennes, c'est-à-dire 7 milliards d'euros, étaient destinées à l'Europe. Un record. Donc, l'Europe condamne politiquement Israël, mais en fait alimente économiquement la politique israélienne, notamment contre les populations palestiniennes. Du côté israélien, évidemment, il y a les nécessités, j'allais dire, du business, et donc une grande souplesse politique, c'est-à-dire on laisse dire les critiques, un peu leur show, les insultes européennes, et puis on prend le marché prometteur. Et le marché est très prometteur, parce que l'Europe pourrait en fait devenir, grâce à la guerre d'Ukraine, grâce aux postures européennes, grâce à la volonté de devenir autonome stratégiquement, n'est-ce pas, en tout cas, volonté revendiquée, l'un des plus grands marchés d'armement du futur au monde, si vous voulez, dans les années à venir, qui détrône l'Asie de l'Est et même le Moyen-Orient. Parce que les dépenses de défense augmentent partout. Donc vous savez que pour suivre un peu les dépenses de défense, il y a des rapports, moi je vois ça depuis 30 ans, d'un institut suédois qui s'appelle le SIPRI, et les données du SIPRI en 2024 montrent que les dépenses de défense ont augmenté en moyenne de 9,4% par rapport à 2023, record depuis la fin de la guerre froide. En chiffres absolus, ces dépenses s'élèvent à 2700 milliards $. Voilà, ça, c'est les dépenses de défense du monde, si vous voulez. Et au regard de ce montant, les dépenses européennes, qui semblent à première vue insignifiantes, parce que la France, 89 milliards, 82 milliards, la France, 65 milliards, qu'est-ce que je raconte, l'Allemagne, 89 milliards, mais, donc ça, c'est un peu insignifiant, mais si on regarde la croissance en pourcentage, l'Europe, donc entre 2023 et 2024, l'Europe dépasse presque 2 fois la moyenne mondiale. Les dépenses de défense du vieux continent ont augmenté de près de 17%. Alors, je vous ai dit que c'est 9,4% global. Voilà. Donc, en Europe, c'est 2 fois plus. Ensuite, il y a tout le discours de l'OTAN, il faut multiplier, les dirigeants de l'OTAN demandent aux pays membres de multiplier par 5 les capacités de leur défense aérienne nationale, donc il faut porter les dépenses de défense à 5%, bon, c'est un objectif évidemment, mais enfin, il est dit. Par exemple, pour l'Allemagne, qui est déjà en tête en termes de croissance des dépenses de défense par rapport au PIB, avec 28% en 2024 par rapport à 2023, ce chiffre devrait passer donc de 89 milliards à 233 milliards $, 3 fois plus. Donc, il n'est pas surprenant que ces pays, compte tenu des plans de remilitarisation de Merz, du nouveau chancelier, Friedrich Merz, soient un partenaire extrêmement prometteur pour Tel Aviv. Il y a toujours eu une coopération étroite, mais en 2023, Berlin a acheté le système Arrow 3 aux Israéliens pour 4 milliards $. Ça doit être transféré à Berlin cette année.
En plus, l'OTAN a déclaré que les moyens de défense aérienne et les drones sont une priorité en matière d'achat de défense. Or, on sait l'avance et la spécialisation de l'industrie militaire israélienne sur l'industrie des drones, les technologies des drones. Donc en fait, Israël n'a pas l'air de se soucier du fait que l'Europe va leur acheter tout ça pour entrer en conflit avec la Russie. Hein, parce que c'est pas, on joue pas aux billes là. Hein, on achète des drones militaires, c'est pas pour rien. Donc c'est pas pour garantir, comme c'est dit, la sécurité des citoyens allemands ou européens. Moscou n'a l'intention d'attaquer personne. Il y a tout un narratif là aussi sur la menace russe, etc., pour justifier en fait cette politique de renforcement de la défense, d'achat militaire massif et de transfert militaire vers un pays comme l'Ukraine. Donc Moscou n'a l'intention d'attaquer personne, donc c'est pas pour ça que l'Europe va acheter des armes à Israël, mais c'est pour soutenir le militarisme européen, le bellicisme européen, et finalement des plans qui sont quand même extrêmement agressifs vis-à-vis de la Russie. Encore une fois, tous les gens un peu sérieux, un peu réalistes, un peu concrets, un peu pragmatiques, un peu, surtout qui connaissent un peu l'histoire, au moins l'histoire contemporaine, sont sidérés, sont consternés par le fait qu'il n'y a pas de responsable politique européen qui parle avec les responsables politiques russes. Enfin, c'est ahurissant. Hein, ni évidemment Ursula von der Leyen, ni Kaja Kallas, ni nos ministres. Il y a une totale défaite, enfin déroute drastique de la diplomatie, et donc une rigidification progressive des postures. Bon, donc nous, on continue à parler blocus de la mer Noire, blocus de contrôle de la navigation en mer Noire, blocus de la Baltique, etc., etc. Tout ça, c'est encore une fois des postures extrêmement agressives vis-à-vis de la Russie. On n'a pas l'air de se rendre compte de ce que ça produit. Donc, évidemment, Israël n'a rien à se reprocher formellement. L'Europe n'est soumise à aucune sanction internationale, n'est pas officiellement en guerre, officiellement, avec une puissance tierce. Mais quand même, Israël remilitarise l'Allemagne, fait preuve d'ingratitude quand même assez forte envers Moscou. Je parle même pas de la Deuxième Guerre mondiale, mais en soutenant quand même ce régime ukrainien plein de suprémacistes anti-slaves primitifs, c'est quand même idéologiquement les descendants de ceux qui ont, à Babi Yar et ailleurs, à Lvov, et à Kiev, ont mené des pogroms juifs d'ampleur, et surtout ingratitude envers Moscou parce que Tel Aviv est en train de s'asseoir sur les règles un peu tacites des relations internationales, qui rappelle qu'il est quand même rarement judicieux de casser les bonnes dispositions d'un pays à votre égard, parce que ça peut avoir des conséquences sur votre propre sécurité assez directes. La sécurité d'Israël dépend aussi de la politique russe au Moyen-Orient, de la diplomatie de Moscou au Moyen-Orient. Moscou qui a réussi à maintenir de bonnes relations avec tous les adversaires régionaux d'Israël. L'Iran, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, les États arabes. La diplomatie russe au Moyen-Orient est une diplomatie de haute volée, est une diplomatie extrêmement subtile et habile et complexe, mais dont Israël, en fait, profite indirectement. Parce que, après tout, la Russie n'a aucune restriction formelle ou morale à la vente d'armement à tous ses acteurs en matière d'armes conventionnelles. Évidemment, cela compromettrait la sécurité d'Israël. Mais la Russie ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un principe très simple dans la politique étrangère russe,
c'est que la Russie coopère avec tous ceux qui sont prêts à coopérer avec elle, et elle ne coopère pas avec des pays tiers, elle ne coopère pas, oui, elle coopère pas avec certains pays contre des pays tiers, si ces pays tiers ne sont pas hostiles. Voilà. Donc c'est vraiment une diplomatie d'équilibre. En fait, elle ne s'aligne pas. Voilà. Elle ne s'aligne pas. Elle voit ses relations sur un plan bilatéral, et à partir du moment où un pays ne lui est pas hostile, si elle a par ailleurs des alliés qui sont hostiles à ce pays, elle n'entrera pas dans des coopérations qui pourraient lui porter préjudice. Ça, c'est le b.a.-ba d'une bonne diplomatie. Voilà, c'est tout bête, hein, c'est quelque chose qu'on devrait rappeler et apprendre à nos jeunes diplomates. C'est pour ça que, par exemple, Moscou, vis-à-vis de l'Iran, a une politique extrêmement prudente, extrêmement dosée, extrêmement tempérée, et ne cherche pas du tout à aider l'Iran, si vous voulez, dans son conflit avec Israël. Voilà, Israël n'est pas hostile à la Russie, donc même si l'Iran et la Russie sont alliés, il s'agit de ne pas se placer en porte-à-faux par rapport à la puissance israélienne. Mais si Tel Aviv change d'approche, s'il fournit des missiles à l'Europe qui peuvent être exportés vers l'Ukraine, Moscou aura alors un droit, j'allais dire, moral de considérer Israël, aurait un droit en tout cas moral de considérer Israël comme un État devenu partiellement hostile. Peut-être pas ennemi, mais partiellement hostile, avec les conséquences que cela implique pour les exportations d'armes russes vers le Moyen-Orient. Donc là, Israël est en train de jouer un jeu compliqué, délicat. C'est aussi un jeu qui est joué en fonction de la relation actuelle, délicate, difficile, entre Israël et les États-Unis, notamment entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Et donc, en fait, Israël est en train de se dire, à mon avis, la Russie n'est plus en position ou n'a pas envie pour l'instant de nous nuire à l'échelle régionale moyen-orientale, et il est plutôt de notre intérêt d'aider les Américains, en tout cas l'État profond américain, avec lequel on est très en cheville, via l'Ukraine, c'est-à-dire en fait via l'Europe, via l'Ukraine, à éventuellement, au risque éventuellement de porter préjudice à la Russie, puisque celle-ci n'est pas en position actuellement de pouvoir nous porter préjudice à nous. Donc vous voyez, c'est un billard extrêmement complexe, extrêmement aléatoire aussi, parce que ça, c'est faire peu de cas de la solidité de la position russe, premièrement, de l'évolution possible de la relation russo-américaine, deuxièmement, de la fragilité de la position ukrainienne qui inéluctablement cette fragilité va augmenter avec le temps, n'en déplaise à nos va-t-en-guerre européens et nationaux. C'est une approche assez imprudente d'Israël qui vient de se vérifier d'ailleurs avec le transfert à l'Ukraine d'un système patriote. Les diplomates israéliens n'ont pas l'air de trouver ça dangereux, se disent bon, la Russie ne va pas armer le Hezbollah, ne va pas aider trop la Syrie, même si en même temps on est bien content qu'il y ait encore des bases russes parce que ça fait une forme de comment dirais-je, de contrepoids à la Turquie. Bon, donc comment Moscou va réagir à cette évolution des actions en fait d'Israël, plus que des déclarations, mais des actions d'Israël en faveur de l'Ukraine via l'Europe et via le soutien et via la vente éventuellement d'un certain nombre d'armements israéliens à des pays européens qui soutiennent l'Ukraine. Ça va être extrêmement intéressant à observer.
qu'il faut voir, c'est que manifestement, là, Israël est en train de faire un arbitrage et est en train de se dire que pour l'instant, il est beaucoup plus important de renouer une relation correcte avec le président Trump, surtout à propos, bien sûr, de ce qui se passe en Iran, puisqu'en ce moment, les négociations sont quand même très, très compliquées avec l'Iran. Le général adjoint, je crois, du commandement CENTCOM américain a récemment, le général Kourilla, non, c'est le général qui dirige CENTCOM, je ne sais pas pourquoi je dis qu'il est adjoint, a récemment déclaré au Congrès américain que le Pentagone préparait un certain nombre de scénarios et d'options pour les présenter au président, et les lui avait présentés d'ailleurs, options et scénarios d'attaque américaine contre l'Iran si les négociations devaient échouer. Donc il y a une grosse pression, à la fois interne et externe, externe des États-Unis sur l'Iran, dans le cadre des négociations, interne d'un certain nombre de gens, de réseaux et d'écoles au Pentagone et ailleurs sur le président Trump, qui ne veut pas de guerre avec l'Iran, mais qui subit beaucoup de pression, bien sûr venant d'Israël, et c'est pour ça que les Israéliens probablement font peu de cas de leur relation avec la Russie et finalement préfèrent aider l'Ukraine, et notamment là envoyer un système patriote. Ça a dû se faire certainement avec un hockey américain à l'Ukraine, parce que il est important pour eux d'essayer, sinon d'entraîner Trump dans une frappe contre l'Iran, du moins de ne pas couper la relation qui a connu quelques dégâts et quelques mauvaises passes récemment. Voilà, tout ça, c'est une histoire qui est en cours, qui est en process permanent, que je suis pour essayer de vous l'expliquer, de vous la démêler chaque semaine. Je reviendrai donc probablement sur ces points la semaine prochaine et sur d'autres. Je vous remercie de votre attention. Voilà, likez, partagez, soutenez-nous, aidez-nous. Venez au cercle des amis de PGR et je vous dis à la semaine prochaine. À très vite. Et pour les membres du cercle PGR, il y aura très bientôt donc la reprise d'un rythme sérieux des clés du monde, c'est-à-dire des contenus exclusifs pour ceux qui s'abonnent à ce cercle. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous, chers amis. Au revoir.